Bienvenue dans ce 4e épisode du Show Nomade, un podcast de ma vie en van enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes, ou Florent si vous venez de Colombie-Britannique. On se donne rendez-vous chaque lundi pour une petite demi-heure ensemble pour parler de vie en van, de vie simple, de la réalité nomade derrière les nombreux filtres Instagram et également de comment il est possible de vivre de cette manière. Dans l'épisode 2, nous avions vu comment on peut développer une activité de pigiste en freelance pour financer sa vie nomade, mais cette fois, je voulais vous présenter une autre manière de faire. Donc, sous la chaleur accablante du mois d'août en Colombie-Britannique, il fait 35 degrés au moment où j'enregistre ce petit podcast. Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode du Show Nomade. Bon, il est 4h du matin, je dois prendre mon vélo et descendre tout en bas de la montagne où on est campé cette semaine pour ma première journée de travail au verger, donc c'est tôt. Aujourd'hui, on va parler de travail. Du vrai travail. Vous savez, celui qui fait suer, celui qui donne des maux de dos, celui qui fait se lever à 4h du matin et qui rémunère maigrement en échange de 10 à 12 heures par jour passées sous un soleil de plomb. C'est la réalité de beaucoup de nomades, devenir saisonniers, planter, ramasser, cueillir. Beaucoup d'entre nous semblent avoir la belle vie, parfois c'est vrai, mais le commun des mortels n'imagine pas que derrière les photos et les vidéos de vanlifers partagées sur les réseaux sociaux, une certaine réalité existe, celle de gagner son pain, gagner sa vie pour pouvoir s'offrir ce style de vie, s'offrir cette liberté. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation de Patreon, de la page Patreon de Ma Vie en Van, sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Ou devrais-je dire plutôt les membres de la page Patreon. En effet, tu peux devenir membre de la page pour le prix d'un café, d'une bière ou un peu plus par mois si tu le souhaites. Tu peux soutenir le contenu que je produis et avoir accès à encore plus de contenu exclusif que je crée toutes les semaines. Donc plein de belles choses si ça t'intéresse. Donc pour votre soutien, une nouvelle fois cette semaine, un grand merci à François, Edmond, Alexa, Suzanne et Christine, Enzo, Tristan, Anne-Marie, Thomas, Martial, Jean-François, Marcel, Steve, Pierre, Mehdi, Sébastien, Nicolas, Linda, Hélène et Guillaume. Donc si vous aimez ce podcast, vous pouvez faire comme eux et devenir membre de ma page Patreon. Si vous ne pouvez pas financièrement faire ça, je le comprends, mais vous pouvez faire quelque chose qui est très simple, c'est d'aller sur les apps de podcast, votre app de podcast favorite où vous écoutez cet épisode-là, et de me mettre une note et un petit commentaire. Ça aide énormément, donc merci à tous. Jour après jour, mois après mois, j'en ai des ampoules plein les pognes. Triste sort de forçat, entends-tu la plainte qui monte et qui se perd dans la vallée? C'est des exclus de ce monde, chant les parias des damnés. Cette chanson s'appelle À la chaîne, du groupe Caval, un groupe musical du sud-ouest de la France que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver tout ce qu'ils font sur Facebook et YouTube. Et je trouvais qu'elle commencerait bien notre sujet. Comment tu fais pour vivre sans argent? Comment tu gagnes ta vie? Ce sont les deux commentaires que j'ai le plus reçus depuis que je partage mes aventures en van. Il y a une sorte de confusion assez intéressante autour de la van life. C'est comme si dans l'esprit de certains, une fois qu'on devenait nomade, on n'aurait plus besoin d'argent, on n'aurait plus le droit ni le besoin de travailler, et l'on deviendrait instantanément riche et sans besoin. Certes, la philosophie derrière la vie en van est souvent une vie simple et minimaliste, donc avec peu de besoins. Mais pour vivre, il faut quand même gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, il faut quand même travailler un peu. Cette semaine, personnellement, est une semaine spéciale. Je suis cueilleur de cerises. La région où je me trouve, depuis le début du printemps, s'appelle l'Okanagan, en Colombie-Britannique.
Et vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est le berceau international de la cerise. Nous sommes entourés de forêts ici, à notre campement, mais un peu plus bas dans la vallée, ce sont les vergers et les vignobles qui tapissent les collines. La cueillette de cerises au Canada est une tradition particulière. Depuis des décennies, chaque année en juillet, des centaines et des centaines de jeunes, majoritairement québécois et étrangers, en âge de travailler, partent dans l'ouest et inondent cette région du BC, de la Colombie-Britannique, à la recherche de travail dans les vergers. Certains travaillent pour payer leurs études, certains pour se payer un voyage, d'autres pour juste vivre la vie, vivre librement sans avoir besoin de farcir son CV d'expériences professionnelles non rémunérées. Cela dit, au-delà de la possibilité de gagner des dizaines de milliers de dollars en quelques semaines parfois, il y a pas mal de choses à garder à l'esprit si on veut devenir saisonnier et cueilleur de cerises. C'est pour ça que je voulais y consacrer un épisode spécial pour parler de ce phénomène, mais également donner quelques pistes à ceux qui aimeraient tenter l'expérience et partir à l'aventure dans l'Ouest. Pour discuter de tout ça aujourd'hui, j'ai Jérémy avec moi. Jérémy est vanlifer et fait la saison des cerises en Colombie-Britannique cette année. Je voulais donc qu'on réponde à plusieurs questions avec lui, dont celle à 1 million. Est-ce qu'on peut devenir riche en cueillant des cerises? Salut Jérémy. Salut. Avant qu'on parle de la ruée vers la cerise, je voulais préciser qu'on aurait pu faire cette discussion en chair et en os parce qu'en fait, on était littéralement à moins de 10 km à vol d'oiseau. On se voyait presque depuis le lac, en fait, oui, parce clairement. que moi, je suis à un tout petit spot dans les hauteurs, un endroit, ça s'appelle Naramata, et où je cueillais les cerises la semaine dernière. Et toi, tu étais à Summerland, de l'autre côté du lac. Ouais. Mais donc, ouais, ton van sort du garage, mais là, il va y retourner. Et avec ces grosses chaleurs, il surchauffe aussi quand il y a des montées, j'imagine. Exactement ça. Ouais, donc, Exactement justement, ça. avant de commencer, c'est quoi comme van que tu as et depuis quand? Raconte-nous un peu ta situation. Alors en gros, pour tout te expliquer en fait, si tu veux, je suis arrivé avec 2 amis à Montréal en début juillet 2019 et on a acheté un Dodge Ram B250. On a fait le tour de la Gaspésie avec, et notre moteur nous a lâché à Gaspé. Du coup, un Dodge Ram à $6,000 cloué au sol. Du coup, on est rentré à Montréal avec une voiture de location. Donc, on a vraiment pris le temps cette fois de rechercher un véhicule qui pouvait nous correspondre. Donc, on a pu traverser le van avec. Le Canada avec. Et c'est un Dodge Ram B350 de 1988. Il est magnifique. En vrai, il est magnifique. Tu dis on, donc tu t'es pas tout seul? Non, je voyage avec 2 amis à moi, Julien et Mathieu, qui sont 2 Français aussi. Et on est vraiment partis à 3 et on vit depuis plus d'1 an maintenant ensemble, vraiment à 3. Ah wow, comment ça fonctionne vraiment... la colocation là-dedans? C'est super simple, on a fait la loi de la majorité, donc c'est-à-dire que quand 2 personnes sur une sont d'accord pour une chose, l'autre est obligé un peu de s'écraser, mais au final ça tourne tout le temps, donc au final c'est bien. Ça fonctionne. Et non, franchement c'est beaucoup de dialogue. Ouais, c'est beaucoup de dialogue. Faut vraiment pas être rancunier, c'est-à-dire que tu peux très vite te prendre la tête, mais si tu te prends trop la tête et que tu te prends la tête à prendre la tête, du coup c'est compliqué. Donc non, c'est vraiment pas prise de tête. Et vous comptez faire ça combien de temps encore? Parce que ça fait 1 an bientôt. Ouais, on a l'avantage au Canada, de la France, d'avoir un accord avec le Canada pour faire 2 ans de visa Working Holidays. Ah d'accord, le permis vacances-travail, ouais. C'est ça, le permis vacances-travail, ouais. Donc on a vraiment la chance de le faire pendant 2 ans. Donc c'est vraiment profiter de 2 ans pleinement au Canada. Cette année, tu as décidé de faire la saison des cerises en Colombie-Britannique. Donc d'abord, comment tu as pensé à aller faire ça? Où est-ce que tu as entendu parler de cette tradition? Parce que je sais pas si tu savais, mais au Québec, c'est une tradition d'aller dans l'Ouest pour venir cueillir les cerises. On a appris ça, cette histoire d'anciens punks ou qui venaient ici en fait, c'est ça, qui venaient justement faire la saison des cerises. Nous, pour être honnête, en fait, on savait qu'on voulait venir travailler dans un endroit où il y avait possibilité, où il faisait chaud. On connaissait la BC que du côté vraiment Vancouver et l'île de Vancouver. Comme la plupart des gens, même au BC. Exactement, exactement. Donc on s'est dit, mais en fait, on va carrément aller dans la vallée d'Okanagan. Donc on a été d'abord à Kelowna, donc là où on est, et on a rencontré un Allemand, un fermier allemand qui nous a pris un peu sous son aile, qui nous a dit ce qu'il avait à faire ici et tout. Et donc on a fait un mois chez lui, on a fait un peu du helping, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé un peu pour lui pour faire un tout et rien. Du woofing, ouais. C'est ça. Et en fait, on a rencontré quelqu'un. Et en gros, ce mec-là nous dit tout simplement que lui, il en a fait en Australie, il en a fait en Nouvelle-Zélande. Et que lui, il est vraiment pris d'amour pour ce métier. Il nous a transmis, entre guillemets, ça.
et direct on a voulu travailler dans les cerises en fait. Donc on a tout fait notre possible pour trouver des fermes. Est-ce que c'est parce que cette année c'est une année un peu particulière parce que ça il y a eu vraiment une pénurie de main d'œuvre dans toutes les régions viticoles et agricoles du monde en fait. Mais Ouais. donc c'était pas difficile de trouver du travail. Est-ce que parfois tu t'es pointé, et t'as juste fait hey, est-ce que vous cherchez des gens ou comment tu as procédé? Ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on allait faire du porte-à-porte et on a eu littéralement 0 réponse négative. Wow. C'est-à-dire qu'en fait les personnes nous disaient reviens dans 2 jours parce que ce n'est pas prêt. Ouais. On revenait dans 2 jours, on avait le travail direct, c'est-à-dire qu'on n'était même pas obligé de passer par la personne. Donc, pour Français, entre guillemets en France, où la situation économique fait que c'est très compliqué de trouver un travail du jour au lendemain comme ça, et encore plus de partir de ton travail quand on a un. Ici, c'était vraiment, tu peux cumuler tes jobs. Moi, ça m'est arrivé une seule fois dans un champ où en fait la personne n'était pas super agréable et il nous avait menti sur la qualité de ses arbres. Ouais. Et il y avait qu'un arbre sur toute la roue qui était belle. Bah, je suis parti à 9h du matin, quoi. Et le mec m'a payé, il n'y a eu aucun problème. Avant de poursuivre, pour vous aider à suivre la conversation, voici quelques termes de cueilleurs de cerises à connaître. D'abord, en français, on dit cueillir des cerises, cueilleur de cerises, mais en anglais, c'est cherry picking, cherry picker. Donc les deux sont souvent utilisés parmi les francophones qui travaillent ici. Picking, piquer, cherry picking, picking cherries, whatever. Ensuite, un bucket, c'est un seau de 9 kg environ où l'on ramasse les cerises. Donc le plus de buckets tu remplis, le plus rapidement chaque jour, le plus tu gagnes. Je ne sais pas si j'oublie autre chose, mais je voulais juste vous donner ces quelques termes avant de poursuivre la conversation. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile en tant que première saison? C'est quoi les moments un peu négatifs ou contraignants du cherry picking? C'était un peu compliqué au début d'apprendre, de voir en fait quand les gens nous disaient il y aura de la crème, vous allez voir, vous allez vous faire de l'argent. Bah nous on n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait se faire de l'argent dans les cerises en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure d'avoir fait plusieurs champs, plusieurs fermes, on s'est rendu compte qu'effectivement il y a des fermiers qui adorent leurs arbres, qui aiment leurs arbres, et d'autres qui tout simplement font ça pour de l'argent. Et les concessions, on les appelle parfois. Exactement. Donc voilà, mais c'est vraiment quelque chose que nous on a vraiment apprécié. Je peux parler en termes au nom de tous les trois. Le picking cherry, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment aimé faire, vraiment passionnant, c'est motivant. Pour moi, les plus gros contraignants, au début, c'est d'abord déjà bien placer ton échelle, parce qu'en fait, au début, c'est frustrant de bouger, remonter, descendre, rebouger, redescendre. Ce que j'ai plus mal géré, c'est la désorganisation des fermes, c'est-à-dire que tu pouvais avoir des personnes qui viennent dans ton arbre à 1 mètre de toi et qui après repartent. Et tu comprends pas en fait, genre toi tu essaies de faire du bon travail. J'ai l'impression qu'il y a 2 façons de faire. Il y a vraiment ceux qui veulent faire de l'argent et il y a vraiment ceux qui le font parce qu'ils aiment justement ce métier et cette passion. En fait, c'est vraiment un style de vie. Hein. Ouais. Donc, Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement vrai parce qu'au BC, les gens, même les Canadiens, le savent pas vraiment, mais la cerise, c'est vraiment une industrie d'exportation beaucoup aussi. Exactement. Et c'est une business de folie, c'est limite pas une mafia, mais c'est un vrai système de concession. Et en fait, on peut avoir cette impression que on est saisonnier. Et enfin, ça c'est pareil dans tous les pays, dès qu'il y a une industrie. Ouais. Mais toi, après, tu y vas en tant que jeune. Aujourd'hui, on partage beaucoup de valeurs, de respect des choses et tout. Exactement. Mais ce milieu-là, c'est un milieu vraiment qui peut parfois être assez intense. C'est ça. Je sais pas si tu sais, mais en fait, ils sont payés. Par exemple, pour un fermier, il est payé quand vraiment toute sa saison est terminée. Donc, c'est-à-dire qu'il a de l'argent de l'année dernière. Et entre-temps, il faut qu'il paye ses piqueurs, il faut qu'il paye tout ça. Et donc, du coup, lui avec qui j'étais, comme tu l'as dit aussi, c'est un peu de mafia. Et on l'a un peu découvert parce que tout se passe en liquide. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de chèque. Il ne pouvait pas nous faire de chèque. Donc, en fait, il avait des sommes colossales en liquide. Il était obligé de nous les donner en liquide, en fait. D'ailleurs, parlons argent. C'est quoi la paye d'un saisonnier pour ce genre de travail? Alors, en moyenne, c'est 5,50 un bucket. Nous, cette année, on va dire en moyenne, réellement, c'était 6. Un bucket, c'est 10 livres, non? C'est ça? Toi, c'est ça. 20 livres. Nous, c'était 20 livres. C'était 10 kilos, quoi. Enfin, 9 kilos. 10 kilos, c'est ça. C'est un bucket, en fait, où il faut le remplir dans des buckets en noir, des petits paniers. Puis, c'était 5,50 de base. Nous, on les a augmentés à 6. Ouais. Tu as des variétés comme la cœur de pigeon, on appelle ça en France.
Et ça, ils te les font un 8 parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur à les avoir et beaucoup plus rare. Mais sinon, en moyenne, pour une paye normale, honnêtement, pour un rookie, espérer faire 100 pièces par jour, c'est très bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Ça compte à peu près 18 buckets par jour, sachant que tu peux faire tes pauses quand tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais cette mentalité de t'es payé au rendement fait que t'es obligé t'as une adrénaline en fait, de vouloir toujours plus. Tu mets tes écouteurs, tu mets du métal, puis tu ramasses. Exactement, exactement. Et toi, t'as travaillé 7 jours d'affilée par semaine, tu te donnais des jours de congé ou t'as pas arrêté? Non, réellement, on a fait comme dans la ferme, c'est-à-dire qu'ils te proposent par exemple 20 jours de picking, c'est-à-dire que c'est 20 jours fixes. Si tu veux pas travailler, tu vas pas travailler, mais c'est ton problème. Ouais, Nous, on a vraiment essayé de travailler le plus qu'on peut, vraiment. Donc, non, c'était une bonne expérience. Que les gens peuvent se dire, c'est bien, on va se faire $10 000 en 2-3 mois. Ouais. Tu peux le faire. Mais tout le monde ne le fait pas. C'est pour ça que tout le monde, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, beaucoup de Québécois qui viennent ici, parce que les gens en BC ne veulent pas travailler dans les fermes. Ouais. Puis surtout, il y a tout faut pas idéaliser encore moins la production en tant que telle, parce qu'il y a tellement de pesticides et de fongicides, de toutes les choses utilisées. C'est des endroits, parce que c'est super beau, hein, cette vallée-là, c'est magnifique, les déserts et tout ça, mais l'impact, on ne sait pas vraiment ce que ça a sur l'environnement autour. Je suis totalement d'accord. On peut le dire à tes internautes. Pour moi, mes doigts, j'ai des bouts de peau qui sont partis au bout de mes doigts. Ça te corche. Je sentais vraiment quand je respirais que ça me piquait parfois. Quand il fait vraiment chaud, tu bosses avec les moustiques parce qu'ici, il y a vraiment énormément de moustiques. Et en plus, tu as les pesticides qui sont là et puis tu peux avoir la chaleur. Vous les attendiez, c'est l'heure des nouvelles nomades. Pour éclaircir un peu cette conversation et ses côtés négatifs, je voulais parler d'un sujet un peu plus léger maintenant, quoique, j'en suis pas sûr. Vancouver serait la ville la plus van life au monde. C'est pas nécessairement vrai, mais c'est Instagram qui le dit. C'est une étude qui a été compilée par la compagnie d'assurance Budget Direct. L'étude montre que depuis 8 ans que le hashtag vanlife existe, et 7 millions de publications plus tard, c'est Vancouver et Banff au Canada qui mènent la danse internationale de la van life en termes de mentions. Quelque chose qui peut surprendre ceux qui connaissent ces deux endroits, parce que ces nombres ne reflètent pas nécessairement l'acceptation de la van life en tant que telle. Parce que si on sort d'Instagram, ces mêmes villes sont les premières à avoir légiféré et interdire complètement la vie en van à beaucoup d'endroits. Donc c'est assez drôle parce que Vancouver, Banff, il y a aussi Victoria, Squamish récemment, ce sont à la fois des hauts lieux de villégiature nomades, notamment dû au grand nombre de travailleurs saisonniers qui ne peuvent pas payer de loyer dans ces villes hors de prix, mais en même temps, ces fréquentations dérangent et les municipalités, et ça on en avait parlé dans le premier épisode du show nomade, les municipalités ne font que durcir les lois de stationnement, les lois de dormir dans son véhicule. Donc ouais, si vous l'aviez manqué, on parle de ce sujet dans l'épisode 1 du show nomade. Et je crois qu'on en parlera encore et encore. D'ailleurs, si vous voulez venir en parler dans ce podcast, surtout j'aimerais faire un sujet plus axé sur l'Europe et la France, donc contactez-moi si ça vous intéresse d'en discuter. Mais soufflons un peu et revenons à ce cueillage de cerises avec Jérémy. On a appris pas mal de choses aussi, du coup sur l'exportation. Le Canada, c'est le premier pays exportateur au monde et ils exportent énormément en Chine et au Japon. Et après, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je ne sais plus dans quel sens, mais du coup, pour ma part, ça peut être aussi une motivation d'aller dans un pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie pour refaire du picking cherries réellement. C'est quelque chose que moi j'ai vraiment aimé faire. Donc, c'est pour ça qu'en tant que nomade étranger, tu vois, si tu es sur un visa, travail, vacances comme vous, ça peut être vraiment un moyen de financer ces voyages, parce que justement, tu as l'air de financer une partie de tes voyages avec des expériences comme le cherry picking. Comment tu trouves ces opportunités? C'est Internet ou c'est sur le terrain, tu improvises? Parce que ça a l'air que tu as rencontré des gens... C'est vraiment sur le terrain, en fait, on vise à peu près les zones où on aimerait aller. Donc là, c'était la zone d'Okanagan. Mais réellement, avant d'arriver, on ne savait pas du tout les villes. On ne connaissait pas Soyo, Oliver, Preston. On connaissait vraiment rien. Maintenant, au fur et à mesure, tu apprends à découvrir, en fait. Et puis, du coup, tu vas beaucoup parler aux gens, beaucoup porte à porte.
Mais généralement, ouais, on essaye de travailler un peu et puis après, s'occuper de ça pour pouvoir partir après. Est-ce que tu pouvais camper avec ton van sur les vergers ou parfois est-ce c'était pas autorisé? Oui, tu peux vraiment te parquer n'importe où. À Oliver, il y a un camping qui s'appelle le camping de Loose Bay où il y a énormément de Québécois qui sont là-bas. Je sais qu'aussi que vous faites aussi une rave party à Okanagan Falls. Pour la Saint-Jean. Ben, il y a Shit Lake aussi. Oui, y es-tu allé? C'est une expérience. Justement, moi je suis DJ et j'ai vraiment eu la haine entre guillemets parce que tous nos Québécois en fait nous ont dit bonne Saint-Jean, bonne Saint-Jean, bonne Saint-Jean, mais pour nous Français on comprenait vraiment pas ce que ça voulait dire. Ah, c'était ta première Saint-Jean au Canada? Exactement. Ah, ok. Ouais. Parce qu'en fait, on est arrivé le 11 juillet l'année dernière. Donc, on n'avait pas connu la. Et donc, ils nous ont tous dit la bonne Saint-Jean. Et le lendemain, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne dans les villes. Et surtout à Oliver, où franchement, ça représente 70% de la population de l'été. Il n'y avait personne dans les rues. Et en fait, on s'est rendu compte 2 jours après que c'était la Saint-Jean. Et que... Ouais. Mais c'est ça, pour les Québécois qui nous écoutent, c'est très dur à imaginer si tu n'as jamais été dans le sud de l'Okanagan en tant que Québécois ou francophone. C'est incroyable en fait à quel point c'est francophone pendant cette saison. Énormément. Cette région, énormément. Même certains fermiers, ils sont parfaitement bilingues et tout, même s'ils sont du obligés. Et ouais, ils ont des notions. Ouais, non, ils ont des notions. Ce qui aide aussi si tu es francophone et qu'il y a beaucoup de jeunes Québécois, maintenant un peu moins, mais dans le passé, beaucoup de Québécois venaient et ne parlaient pas nécessairement anglais, mais je conseillerais vraiment que tu connaisses la langue pour ne serait-ce ne pas te faire abuser et exploiter. Mais minimum. Ouais. Un minimum l'anglais, mais oui, effectivement, je t'ai coupé, mais un minimum l'anglais, mais c'est vrai que ici, il y a énormément de cultures différentes, c'est-à-dire qu'il y a des Punjab, donc c'est un endroit dans l'Inde où il y a énormément de Punjab et énormément de Québécois qui sont propriétaires de ces fermes, en fait, tout simplement. Donc, généralement, tu arriveras toujours à un moyen de communiquer avec c'est ça, toujours. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un intéressé à faire comme toi, mais qui ne saurait pas par où commencer? Si tu sais pas par où commencer, il faut que tu dises que si tu pars du bas, donc on va dire de la border des États-Unis vers le haut, c'est là où ça va commencer. Donc, si tu pars de Osoyoos, donc tout dans le sud, ça va commencer ici, puis ça va monter sur Oliver, Peltington, Summerland, Kelowna, Vernon, et ainsi de suite. Donc, si vraiment tu veux commencer, il faut être prêt à peu près mi-juin à être disponible. On ne vous le dit pas souvent, mais en fait, il faut acheter un harnais et un bucket. C'est-à-dire que c'est des choses c'est 2 objets qui valent 20 et 30 $. Et puis, tout simplement, c'est aller voir les fermiers et pas hésiter, leur demander tout simplement la question, est-ce que je peux piquer pour toi? Et ils vont te le dire en toute honnêteté s'ils ont de la place, s'ils n'ont pas de la place. Ouais, piquer, ça veut dire cueillir, hein, pour ceux qui se demandaient que depuis on fait que dire piquer, mais... Pardon, c'est vrai que c'est ramassé dans les arbres. Et aussi, je conseille vraiment à toutes les personnes qui commencent de prendre du temps, d'aller voir une personne qui connaît le métier, de le regarder, de le regarder faire et de lui parler tout simplement et la personne transmettra son savoir. C'est du contact social et ici beaucoup. Faut beaucoup parler. Il y a beaucoup de jeunes justement, beaucoup de Québécois, beaucoup de jeunes étrangers. Nous, on a travaillé avec un Indonésien, on a travaillé avec des Marocains aussi. On a travaillé avec plein de gens. Donc honnêtement, voilà, faut parler, faut vraiment parler. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Ouais. Exactement. Quels sont tes projets cet été ou pour la suite, les mois prochains? Alors là, on va aller en direction des Rocky Mountains pour aller sur Banff Jasper. Puis revenir sur Vancouver et profiter de la fin de l'été sur l'île de Vancouver. Et après, normalement, d'octobre jusqu'à décembre, ça serait d'aller dans le Yukon. Parce que pour nous, Français, le Yukon, c'est de la nature sauvage par excellence, en fait, tout simplement. Donc, on a vraiment envie d'aller là-bas, travailler dans les chiens de traîneau, rencontrer des familles, rencontrer des cultures qu'on ne connaît pas. On va vraiment être en contact avec les gens, améliorer notre anglais aussi et gagner de l'argent. Parce qu'on a pour projet, en fait, j'ai une association. Moi, je vais faire de la promo, mais j'ai une association. Ça sert à ça. Et voilà, et en fait, avec mon association de Soun Clément, on organise une tournée dans tout le Canada. Donc, on aimerait organiser
un passage dans 10 villes ou dans 10 clubs de Vancouver jusqu'à Montréal. Et donc, faudrait financer toute cette partie-là artistique de notre projet. C'est une association de quoi? Comment t'as dit? J'ai manqué le nom. C'est une association de musique et de création d'événements. C'est Sound Climat le nom. On mettra les liens en description. Oh, c'est gentil. C'est de la musique électronique beaucoup plus axée sur de la musique mélodique, on va dire astrale. C'est pas bourrin, on va dire c'est mélodique. C'est mélodique. D'accord. Je vous invite à aller voir. Écoutera. Merci. Puis on est en train de réaliser à l'heure actuelle des live streams dans tout le Canada. Donc là, on en a fait 2, un à Kelowna et un sur l'île de Vancouver. Et on va en réaliser 2 autres dans les montagnes. Et justement, si on veut suivre ces aventures-là, t'as un compte Instagram, tu disais Facebook. Ouais. Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram sur onagi.official. Ou sur le Facebook officiel de mon association qui est Sound Climat directement. Sound Climat sur Facebook. Et tu mixes, toi, tu disais? Ouais, je mixe et on essaye de produire justement. On a nos matériels de musique aussi. On a une partie de nos matériels de musique ici. Et le projet aussi, on aimerait bien acheter des micros pour pouvoir essayer de capter les sons en fait de la nature, parce que pour le coup, le Canada, niveau nature, je pense que vous êtes l'un des meilleurs pays au monde pour trouver tous ces sons-là. Donc, on aimerait bien faire de la musique concrète, électronique. Donc, c'est vraiment le projet là. Tu as dû le voir avec les cueilleurs de cerises. Tout le monde est très créatif. Il y a des écrivains, des guides, des musiciens, beaucoup. Tout le monde a un talent. Et moi, c'est ça que je trouve super intéressant, en fait, de rencontrer des gens. Tu grattes un peu et tu vois un immense talent derrière une personne qui cueille des cerises. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment ça. T'es personne dans les champs. C'est-à-dire que t'es vraiment personne. Et en fait, plus tu te rends compte que tu parles avec la personne à côté de toi, à l'autre personne à côté de toi et encore derrière toi, mais en fait on se rend compte qu'on est tous pareils presque. Donc on a tous quelque chose en commun, on a tous envie de faire quelque chose. Donc les cerises, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment t'as tout résumé. Culture, c'est un melting pot de gens. Jérémy, je te souhaite de meilleures chances avec votre van. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. Je pense que ça sera super apprécié par tous ceux qui se posaient la question et sur plein de sujets. Ok, merci beaucoup en tout cas. C'était agréable. Merci à toi, Jérémy. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Comme nous venons de le voir, la cueillette des cerises est une des activités les plus accessibles si on veut devenir travailleur saisonnier et que l'on veut aussi explorer l'ouest du Canada, parce que je dois dire cette région est une des plus magnifiques au monde. Il y a 2 façons de faire. Soit vous pouvez trouver une ferme qui vous embaucherait pour plusieurs semaines, du début à la fin de la saison. Comme ça, pas besoin de se soucier de trouver du travail tous les jours ou toutes les semaines. Souvent, ces endroits seront aussi plus familiaux. La paie sera plus régulière. Mais pour les plus téméraires, si vous voulez gagner un peu plus d'argent et garder une plus grande liberté de voguer à votre guise, eh bien vous pouvez faire ce que Jérémy a fait et ce que beaucoup de cueilleurs font, c'est d'être cueilleur nomade, d'aller de verger en verger et de suivre la route de la cerise. Ici, j'ai rencontré des gens de tous les âges, des jeunes, des vieux, par exemple un vieux Québécois de 68 ans qui fait la saison chaque année, qui vit ici. Beaucoup de mères célibataires aussi avec leurs enfants. Alors sur la question des pesticides par contre, on en a parlé un peu plus tôt dans la conversation, c'est pas toujours recommandé d'avoir des enfants dans ce coin-là et de rester pendant plusieurs semaines, à moins de choisir un endroit à plus petite échelle ou à côté d'une ferme bio. Gardez à l'esprit aussi que beaucoup de ces vergers se trouvent dans un désert, donc peu d'ombre et beaucoup de soleil tapant. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais décidé de camper sur la montagne et de descendre à vélo à 4h du matin et de remonter après la journée de travail qui finit en général autour de 1h de l'après-midi. Et j'avais décidé de faire ça parce que j'aimais mon spot où j'étais et je voulais pas non plus trop rester au verger. Par contre, si ça vous intéresse de créer des liens, ça peut être possible aussi, mais ça dépend des vergers. Parfois, il y a beaucoup de gens, comme disait Jérémy, qui sont là pour travailler et pas nécessairement pour vous rencontrer. Mais parmi tous les gens que vous allez rencontrer, dites-vous que tout le monde partage un peu une certaine idée de la vie. Certains sont là pour faire de l'argent, mais certains sont là aussi pour financer
leur vie créative. Donc il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de créatifs, beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Donc c'est socialement aussi une expérience assez intéressante. Donc c'était un podcast assez précis, vous l'aurez vu, sur un sujet assez spécifique lui-même, mais c'est clairement une des activités qu'on peut avoir en tant que nomade pour financer presque le reste de son année, je dirais, si on vit avec peu. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup font ici, la saison des cerises, pour financer un tour du monde ou autre chose. Au temps où beaucoup faisaient des tours du monde, c'était possible, vous vous souvenez? Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que vous avez aimé ce podcast très informatif. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler autour de vous si vous connaissez des gens, si vous avez des amis qui ne savent pas comment ils pourraient avoir un revenu sur la route ou comment se lancer. Eh bien, partagez cet épisode sur vos réseaux avec eux. Mettez une petite note au podcast sur votre app de podcast. Suivez Ma Vie en Van si vous ne le faites pas déjà sur YouTube, Facebook, Instagram et Patreon. Il suffit de rechercher Ma Vie en Van et vous me trouverez facilement. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouveau podcast. Portez-vous bien et vive le van. Ciao!